Le mieux, c'est une fois qu'on a démarré, d'orienter les gens vers la salle, en fait. Parce que là, tu vois, c'est impossible de s'asseoir. Donc, tu auras quand même des gens qui vous refuseront d'aller là. Et qui vont venir ici, mais tu leur dis qu'il n'y a pas de place et qu'ils ne pourront pas accéder. Ouais. Non, mais c'est prévu. Mesdemoiselles, vous avez 2 places ici, si vous voulez. Ouais, là, c'est peut-être mieux, non, au milieu, vous avez 2 places. Il y a aussi des places devant. Tout à fait. Ah, c'est pour le cinéma, hein. Oui, il y a beaucoup de popcorn. Là, c'est un sujet qui intéresse. Allez, on va démarrer. Bon, ben voilà, il est plein notre participation. Oui. Pardon? Pour l'instant, il n'y a personne à côté. Mais ce que je leur ai demandé, c'est d'essayer de filtrer les gens, de les mettre à côté maintenant. Bonsoir à tous. Je crois qu'il est l'heure de démarrer. Je laisse les dernières personnes s'installer. Et puis les retardataires auront droit à la salle d'à côté avec la retransmission en direct. Donc merci à tous d'être venus aussi nombreux. Je vous avoue que entre les grèves SNCF qui redémarrent ce soir et le beau temps, on n'y croyait pas. On avait beaucoup d'inscrits, mais on se disait on aura aussi beaucoup de désistements de dernière minute parce que les circonstances n'étaient pas les plus opportunes ce soir. En tout cas, vous êtes là. Je remercie également nos intervenants qui ont accepté de participer à ce panel. Donc l'idée, pour ceux qui ne seraient pas habitués, on a beaucoup d'habitués, mais on a, suivant les sujets, des personnes qui ne sont pas forcément habituées à nos conférences, l'idée est de laisser une place importante au débat. Donc nos intervenants interviendront 10 minutes, 10-15 minutes, et puis on laissera la place aux questions. Donc je suis Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS, et au nom de l'IRIS, je remercie nos intervenants et je vais ouvrir cette conférence. Le projet que porte GlobSec, donc l'Institut GlobSec, est un projet européen avec un certain nombre de think tanks et de chercheurs européens impliqués sur cette réflexion autour du lien qui peut exister entre le terrorisme et la criminalité. Donc nous sommes très fiers d'être associés à ce projet parce que c'est un grand projet sur un véritable sujet de société, sujet politique, sujet stratégique, sujet géopolitique, d'où l'intérêt de l'IRIS pour ces questions, et sujet qui bien évidemment intéresse énormément les opinions publiques. Pour preuve, votre présence ce soir, et encore une fois, malgré des circonstances un peu compliquées. Donc, je laisse tout de suite la place à nos intervenants. Pierre, qui va modérer la table ronde et faire une introduction. Je te laisse la parole. À toi. Merci. Merci Sylvie. Bonsoir à tous. Alors je m'associe à Sylvie pour remercier toutes les personnes présentes ici. Merci d'être venus si nombreux et malgré le beau temps, voilà, d'avoir accepté de rentrer dans cet amphithéâtre pour 1h30. Je remercie également les intervenants d'être présents ce soir pour ce débat qui, je l'espère, voilà, sera passionnant. Pour contextualiser un petit peu cette conférence, donc comme le disait Sylvie Matelli, elle s'inscrit dans le cadre d'un projet que nous réalisons avec l'Institut GlobSec, un projet qui est un consortium européen qui a pour principal enjeu d'étudier le lien entre la criminalité et le terrorisme. Alors, quand on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est mener une véritable étude empirique qui permettra d'étudier la profondeur, l'existence, le type, la nature même des liens qui peuvent exister entre ces deux sphères, parce qu'au vu de l'actualité récente et des nombreux attentats qui ont touché le sol européen, que ce soit en France, en Espagne, également en Allemagne, on s'aperçoit que le profil de ces terroristes n'est pas aussi clair, n'est pas aussi précis que l'on pourrait le croire. Alors, toute l'idée de cette conférence qui s'intitule donc les itinéraires du djihad, quel lien entre terrorisme et criminalité, toute l'idée va être de discuter un petit peu ce phénomène-là, quel est le visage de ces acteurs, et de voir un petit peu quels liens ils peuvent entretenir avec la sphère criminelle, et d'ailleurs quel pont existe
entre ces différentes sphères. Également, l'émergence très rapide donc, de l'État islamique et la rapidité avec laquelle certaines personnes se sont converties, certains djihadistes donc, ont pu opérer leur action, questionnent également le lien qui existe entre la criminalité et le terrorisme, également entre le terrorisme et la criminalité, puisque le lien fonctionne dans les deux sens. Donc c'est toute cette profondeur des liens que l'on va étudier ce soir, la nature de ces liens aussi, des liens qui peuvent être humains, des liens qui peuvent être financiers via des trafics illégaux. Et pour discuter donc de ce débat ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir Monsieur Jean-François Guéraud, ici présent à ma gauche, essayiste et auteur de nombreux ouvrages traitant de la criminalité et notamment un ouvrage qui est paru en octobre 2017, Théorie des hybrides, terrorisme et criminalité. Monsieur Guéraud nous parlera donc de la théorie de l'hybridation au sens large pour essayer de comprendre ce phénomène et de nous éclairer sur l'existence de liens entre criminalité et terrorisme. À ma droite, monsieur Damien Savero, qui nous vient de l'ENS et qui est également membre de l'équipe de recherche du projet Globsec, qui travaille donc avec l'IRIS sur l'étude des cas à l'échelle de la France. Et enfin, à ma gauche, monsieur Kasper Rekavec, si je prononce bien, qui est donc directeur du département défense et sécurité de l'Institut slovèque Globsec, qui nous vient donc de Bratislava, et qui nous présentera le projet dans son ensemble et les premiers résultats à l'échelle européenne. Voilà un petit peu pour le panel présent. Nous allons commencer tout de suite. Je vais donner la parole à monsieur Jean-François Guéraud. Monsieur Guéraud, peut-être première question, vous allez nous éclairer un petit peu sur les liens entre la criminalité et le terrorisme à travers la théorie de l'hybridation que vous avez développée et revenir peut-être avant sur les liens existants entre le terrorisme et les crimes de droit commun depuis 2015. Je vous remercie, mesdames, messieurs, bonsoir. Je remercie l'IRIS de cette invitation. Donc en une dizaine de minutes, je vais essayer de répondre à cette double question. En 10 minutes, puisque le temps est très, très court, il y aura forcément quelques raccourcis. Donc il faudra m'en excuser, mais on pourra explorer ensuite dans les questions tout ce que je n'aurais pas évoqué. Donc je vais partir du particulier pour aller au général. Le particulier, c'est donc essayer de comprendre ce qui s'est passé lors des attentats commis au nom ou revendiqués par l'État islamique en France et en particulier en Europe entre 2014 et 2017. Et ensuite pour voir comment cette problématique du lien entre terrorisme et criminalité que nos amis anglo-saxons appellent « crime terror nexus » et que je qualifie personnellement d'hybridation, comment en réalité ce phénomène s'explique de manière beaucoup plus générale par un contexte géopolitique très particulier qui est celui de la période post-guerre froide. Donc commençons par le particulier. Donc par cette séquence historique très spécifique des attentats donc, commis au nom de l'État islamique en France et en Europe occidentale entre 2014 et 2017. Il y a un maquis explicatif, un maquis disciplinaire, et au sein de chaque discipline, évidemment, des écoles différentes. Mais l'explication la moins usitée jusqu'à présent, au moins jusqu'aux travaux de cette année, a été une explication de type criminologique qui est la mienne. Que constatons-nous lorsque nous regardons les profils de vie, les parcours de vie des auteurs d'attentats, d'actes qualifiés de terrorisme? Les 9/10 des auteurs avaient une particularité ou une particularité sociologique, c'est d'avoir eu un passé de petite ou de moyenne délinquance. Alors c'est en soi un phénomène tout à fait extraordinaire puisque dans les autres périodes dites de terrorisme ou de phénomènes sociaux de violences politiques qui ont été qualifiés de terrorisme depuis le 19e siècle, certes on trouvait des délinquants, mais ceux-ci étaient quantitativement en nombre très limité. Les 9/10 des auteurs venaient d'autres espaces sociaux. Vous prenez l'histoire des Brigades Rouges ou de l'anarchisme au XIXe siècle, les délinquants étaient ultra minoritaires. Dans cette séquence historique, les individus et les auteurs d'attentats, pour leur très grande majorité, venaient de la petite ou de la moyenne délinquance. Donc, ceci pour dire que, contrairement à ce qui a été beaucoup répété, il y a bien un profil d'auteurs d'attentats dont l'origine dans la petite et la moyenne délinquance constitue une des caractéristiques.
Si nous prenons d'autres catégories qui sont proches, sans être totalement fongibles avec celle-ci, la catégorie dite des djihadistes, c'est-à-dire des individus qui sont partis sur la zone syro-irakienne. Ou si nous prenons la catégorie dite des radicalisés, c'est-à-dire des individus inscrits dans le fichier d'État, le FSPRT, ou si nous prenons la catégorie encore plus vaste des auteurs d'actes de terrorisme au-delà des attentats, apologie du terrorisme, etc., nous retrouvons à nouveau, mais dans une moindre proportion, l'importance de cette origine de la délinquance et de la criminalité. Bon. Il y a donc bien une particularité sociologique, quelque chose de tout à fait central, que l'on a vu émerger d'ailleurs dès les années 90. Souvenons-nous du profil de Khaled Kelkal dans les réseaux du GIA, que l'on a vu de manière aussi très évidente, évidemment, avec Mohamed Merah en 2012. Mais cette particularité sociologique n'a peut-être pas été comprise et prise à l'époque comme étant en fait une donnée centrale. C'est important à un double titre. Au titre d'abord du diagnostic, c'est-à-dire que cette particularité constitue un élément prédictif très important. Tous les individus que l'on qualifie de radicalisés ne passent pas à l'acte violent. Mais on se rend compte en revanche que la plupart de ceux qui passent à l'acte violent ont ce passé dans la délinquance de droit commun. Il y a une importance aussi en termes de connaissances scientifiques, puisque cette particularité nous questionne sur les causes profondes du passage à l'acte terroriste. Alors, cette particularité sociologique ou criminologique n'évacue pas la problématique du rôle de l'idéologie. Ma théorie de l'hybride permet, je crois, de dépasser le débat un tout petit peu français et un peu formel entre l'islamisation de la radicalité et la radicalisation de l'islam, qui permet non pas d'évacuer la problématique politico-religieuse et idéologique, mais de la relativiser. C'est-à-dire que dans cette vision de l'hybridation, l'idéologie n'est pas conçue comme un marchepied ou comme le début d'une pente fatale qui conduit inéluctablement vers la violence, mais plutôt comme quelque chose d'instrumental, comme un outil vers une transition. C'est-à-dire qu'en réalité, l'idéologie est un moment entre deux formes de violence, en amont une violence de droit commun, puis ensuite une violence dite politique ou terroriste. Ce que je dis d'ailleurs avait été très bien compris par l'État islamique. Vous savez qu'une des particularités de l'État islamique est d'avoir su développer un outil, un appareil de propagande professionnel, extrêmement sophistiqué. Et lorsque vous analysez sur la durée le discours de l'État islamique dans ses divers organes, Dar al-Islam, Roumia, etc., vous avez eu des références explicites au profil délinquant des auteurs. Bon. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce point était extrêmement important. Alors évidemment, autour de ce profil délinquant, il y a de la part des acteurs eux-mêmes, et en particulier des États islamiques, toute une rhétorique, tout un discours autour de la rédemption. Et ce que l'on constate en réalité, c'est que les individus qui ont été séduits par l'État islamique n'ont pas eu besoin de changer leur comportement, ils ont simplement eu besoin de changer leur motivation officielle. Ce qui est important de comprendre à travers ce passé délinquant, c'est qu'un individu qui a un passé délinquant a, et je vais reprendre une catégorie de Pierre Bourdieu, un habitus de passage à l'acte et de déviance. Et c'est cet habitus de déviance et de passage à l'acte qui explique pourquoi, plus facilement, il pourra basculer dans le processus de radicalisation, il pourra basculer plus facilement vers la violence politique. Voilà pour le particulier que j'évoque très rapidement. Allons vers le plus général. En réalité, ces phénomènes de l'hybridation que nous avons constatés autour de cet épisode historique très, très spécifique s'inscrit dans un contexte géopolitique et stratégique qui l'explique. Quel est-il ? Chaque période de l'histoire, chaque contexte stratégique génère ses propres formes de violence. Une violence est toujours à l'image d'un contexte stratégique. Quelle a été, durant la guerre froide, la figure type de l'acteur violent ? La figure type était celle dite du partisan, qui a été très bien expliquée dans un livre célèbre de Carl Schmitt, La théorie du partisan. Le combattant était un pur acteur politique, et du temps de la guerre froide, vous aviez des catégories relativement distinctes, des univers distincts qui étaient étanches. D'une part, vous aviez la criminalité organisée, des acteurs qui avaient des motivations purement économiques. D'autre part, des acteurs dits politiques
les guérilleros, les combattants, etc., les terroristes, qui avaient des motivations tout à fait politiques. Et ces deux univers n'entrent pas en relation ou très peu. Depuis la fin de la guerre froide, donc l'entrée dans l'univers chaotique, nous avons vu tomber l'ensemble des barrières qui structuraient l'ancien monde. C'est-à-dire qu'avec la chute du mur de Berlin, vous n'avez pas seulement un mur physique qui est tombé, mais vous avez tout un tas de murs de type intellectuel, idéologique, psychologique, qui se sont effondrés. Et ces catégories, entre le crime organisé et la violence politique, qui jusqu'à présent étaient distinctes et étanches, se sont petit à petit rapprochées, se sont hybridées selon des processus que je ne vais pas vous décrire ici puisque nous manquons de temps, mais qui sont des processus historiques qui relèvent de trois catégories, des phénomènes de coopération, des phénomènes de convergence et souvent des phénomènes de mutation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons affaire à des entités violentes qui relèvent à la fois de la criminalité organisée et de la violence politique ou terroriste classique. Elles sont devenues mutantes par dégénérescence. Elles ont en fait plusieurs visages et pour la plupart d'entre elles, elles conservent une forme de masque politique, mais la réalité de leur essence et de leur nature est simplement prédatrice. Il suffit d'observer ce qu'ont été les FARC pendant leurs 20 dernières années. On peut avoir une réflexion sur les cartels mexicains de la drogue, ou sur beaucoup d'autres organisations, mais chacune d'entre elles mériterait en elle-même un examen. Voilà de manière très rapide ce que je voulais vous dire. Merci. Merci pour votre éclairage, Monsieur Guéraud. Je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur vos propos lors du débat avec les différentes questions de l'auditoire. Je me tourne vers vous, Monsieur Damien Savero, avec une question. Selon vous, comment ce processus d'hybridation se traduit-il, et notamment au sein de l'État islamique, avec le développement rapide de ce groupe? Comment vous analysez-vous ce phénomène-là, et comment vous analysez les liens existants entre criminalité et terrorisme? Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je voudrais tout d'abord remercier M. Jean-François Guéraud pour son intervention, mais aussi l'IRIS et l'Institut Globsec d'avoir organisé cette conférence et de donner la parole aux jeunes, voire très jeunes chercheurs que je suis. Cette étude de Globsec, à laquelle j'ai eu l'opportunité de participer, est très en lien justement avec ce que M. Guéraud appelle la théorie des hybrides. Effectivement, on a des personnes partageant une idéologie similaire. En France, en l'occurrence, il s'agit, celle qui nous préoccupe le plus, c'est celle du salafisme djihadiste. Ces individus vont pourtant réaliser au quotidien des activités délinquantes, mafieuses ou criminelles. Daesh, c'est effectivement une incarnation de cette hybridation. Il y a d'ailleurs une très bonne enquête à ce sujet qui a été publiée assez récemment par deux journalistes d'investigation, Clément Fayolle et Benoît Faucon, dans un ouvrage qui s'appelle « Un cartel nommé Daesh », et qui justement livre une image très éloignée de la propagande officielle de l'État islamique. Là où cette propagande va montrer à la fois effectivement des aspects violents qui ont choqué les opinions publiques arabes et occidentales, cette propagande va également parler des notions de pureté, de la volonté de créer une société djihadiste pure et parfaite, une volonté de sortir des contingences matérielles et de s'éloigner des actes qui seraient selon eux islamiquement répréhensibles. Or, ce type d'enquête montre les méthodes réelles du califat, c'est-à-dire des méthodes qui sont plus proches de la mafia, du crime organisé, mais aussi, souvent et plus simplement, de la petite délinquance. Cette hybridation, elle existe en fait dès les origines du groupe État islamique. Je voudrais à ce sujet évoquer la figure du Jordanien Abou Moussab al-Zarqawi. Zarqawi, c'est quelqu'un qui incarne une forme de djihadisme moderne par le bas. Il souhaite soulever les masses populaires, là où les générations précédentes du djihad avaient échoué. Pour vous prendre à titre de comparaison, Oussama Ben Laden, c'est un riche saoudien, membre d'une grande famille d'industriels du Golfe. Ayman al-Zawahiri, qui est la tête pensante d'Al-Qaïda, c'est un médecin égyptien, diplômé de l'université du Caire en médecine et en chirurgie. Zarqawi, pas du tout. Zarqawi, c'est un caïd. C'est un caïd truand qui passe sa vie dans la rue, dans la banlieue de Zarqa, en Jordanie, et qui, à un moment donné, décide de partir pour l'Afghanistan. Alors, il arrive en Afghanistan en 89, donc un peu trop tard pour participer au djihad contre les soviétiques, mais suffisamment tôt pour nouer des contacts avec des idéologues djihadistes, et notamment des idéologues comme Abu Mohamed al-Makdisi ou Abu Abdallah al-Muhajir. Et donc,
après avoir eu ces contacts, il va décider de mettre ses compétences de truand et de criminel au service du djihad dans le cadre de la guerre d'Irak. Dans sa pensée, l'action doit être dirigée, certes, contre les Américains qui envahissent le pays, mais aussi contre les mauvais musulmans, les chiites ou les sunnites qui refuseraient de soutenir le djihad. C'est donc ce courant, issu d'Al-Qaïda, mais en dissidence avec, disons, la hiérarchie de l'organisation, qui va l'emporter dans le groupe État islamique. Dans le cas français, effectivement, cette figure hybride du djihadiste gangster, elle n'est pas nouvelle. Déjà, dans le cadre du djihad en Bosnie, on avait les figures de Christophe Caz et Lionel Dumont, qui faisaient partie du gang de Roubaix, Lionel Dumont alias Abu Hamza, qui avaient réalisé à la fois des attentats et des braquages, indifféremment, pour financer leurs activités djihadistes suite à leur retour de Bosnie. Et puis plus récemment, au sein de l'État islamique, on a eu effectivement de nombreux exemples. Les frères Abdeslam qui vendaient de la drogue dans leur bar Les Béguines, dans le quartier de Molenbeek-Saint-Jean à Bruxelles. Je voudrais également parler de la récente étude qui a été publiée par l'IFRI sur des travaux réalisés par Marc Ecker, qui arrive au chiffre suivant. Sur les 137 djihadistes qui font partie de son échantillon, environ 40% ont un passé de criminels ou de petits délinquants et ont été condamnés pour cela. Donc, par conséquent, on peut voir quand même effectivement qu'il existe des similitudes fortes et le passage par la délinquance en fait partie. Dans certains territoires plus précis, on arrive à une majorité de djihadistes issus de la délinquance. Et il y a des territoires, effectivement, comme la commune bruxelloise de Molenbeek dont j'ai parlé, où là, on arrive à un chiffre de 100%. C'est-à-dire que 100% des djihadistes issus de Molenbeek, en fait, ont un passé de délinquant. Mais après, ça, ce type de statistique est généralement propre à certains territoires. Si on prend la France ou même l'ensemble de l'Union européenne, on arrive à des chiffres qui sont plutôt autour de 40%, voire 50%. La criminalité n'est effectivement pas la seule donnée qui entre en ligne de compte, mais c'est un phénomène assez important. Les études que j'ai citées précédemment présentent un angle, à mon avis, très intéressant parce qu'elles prennent pour point de départ la gestion de ce phénomène par le ministère de la Justice. Et c'est un angle primordial parce que c'est sur ce ministère, sur les magistrats et sur l'administration pénitentiaire que repose la responsabilité première du phénomène. Ces administrations doivent gérer à la fois les retours de Syrie et d'Irak, donc à travers les procès, puis après le temps judiciaire, gérer ces individus dans le temps carcéral. Et en plus de cela, il faut également qu'elles préparent d'ores et déjà en amont la réinsertion future de ces individus. Alors, une des questions sous-jacentes du lien criminalité-terrorisme, c'est effectivement la question du comportement de ces individus dans le milieu carcéral. On s'imagine souvent dans la prison que la prison, c'est un lieu où on va réussir un double défi, à la fois punir l'individu et protéger la société de son action. Or, dans le cas des détenus djihadistes, on se rend compte que ces derniers sont capables d'agir depuis la prison, d'étendre leurs ramifications à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des établissements pénitentiaires. Et on en a eu malheureusement une illustration de ce phénomène à la prison d'Oni, avec le détenu djihadiste Bilal Taghi qui avait agressé 2 surveillants de prison au sein de son unité dédiée. Cette hybridation, donc criminalité-terrorisme, ne doit pas non plus nous faire oublier l'unité idéologique qui existe entre les différents djihadistes dans le cas français, mais qui est elle-même une hybridation, parce que c'est l'idéologie salafiste djihadiste. En France, tous les cas que nous avons traités dans l'étude de cas de Globsec, pour le moment, sont affiliés à cette idéologie. Après, il y a, comme Casper vous le montrera tout à l'heure, il y a effectivement des pays où ce n'est pas le cas, mais en France, pour le moment, c'est le cas. Il y a d'autres similitudes, des situations familiales difficiles, des familles éclatées, avec une absence d'un des 2 parents, souvent le père d'ailleurs, dont l'autorité est remplacée par l'autorité de la communauté, du groupe, qui va imposer de nouvelles normes sociales, comportementales ou idéologiques. Mais ces individus viennent souvent de territoires assez précis et c'est dans l'étude empirique de ces territoires que réside également une des clés de compréhension des départs vers la Syrie et l'Irak. Alors effectivement, il y a certains territoires, on peut s'y attendre, sont très marqués à la fois par la criminalité, le chômage, l'exclusion, la délinquance et le terrorisme. C'est le cas notamment de la Seine-Saint-Denis, en 93, qui est le territoire en tête des signalements pour le djihad et qui est très touché par ces phénomènes. Mais il y a d'autres territoires qui arrivent dans un second temps et qui ne présentent pas du tout des phénomènes similaires. Si je prends par exemple les Alpes-Maritimes, l'Hérault, la Haute-Garonne, le Tarn ou l'Ariège, on a de nombreux départs de profils qui ne sont pas toujours marqués par des biographies ou des conditions de vie marquées par la délinquance ou la pauvreté. Il y a notamment des individus issus de la classe moyenne, issus de la petite bourgeoisie. Je prends par exemple le cas de Thomas Barnoin, donc, qui est originaire d'Albi et qui est l'enfant de 2 enseignants.
Et lui, il va suivre un cursus de 3 ans à l'université de Médine en Arabie Saoudite avant de rejoindre le djihad en Irak et en Syrie. Donc il aura baigné dans l'idéologie salafiste avant de partir vers le djihad, et il ne présente pas a priori un profil de quelqu'un qui aurait été un laissé-pour-compte de la société. Dans cette logique territoriale, ce qu'il faut également comprendre, c'est que le passage au djihad est une logique qui parfois est une logique de groupe avant d'être une logique individuelle. Il n'est pas rare de retrouver dans les mêmes filières des membres de la même famille. Par exemple, si je prends le cas donc, des frères Abdeslam, des frères Kouachi, des frères Ponce, des frères Jean-Michel et Fabien Klein, mais également des frères Karim et Fouad Mohamed Agad, on a souvent effectivement des fratries ou des familles entières qui sont parties en Syrie. Et au-delà du lien familial, il existe d'autres formes de liens, les liens de sociabilité diverses, donc camaraderie à l'école, copinage de quartier, réseau dans la délinquance ou compagnons de cellule. En l'occurrence, si je prends l'exemple d'Amédi Koulibaly et Chérif Kouachi, ils étaient voisins de cellule avec Jamel Begal, leur mentor, à Fleury-Mérogis. Et donc une logique de clan ou de famille qui parfois peut être nécessaire pour comprendre ce phénomène djihadiste. Au-delà du cas franco-français, bien entendu, on peut se poser la question de l'avenir, disons, au jour d'aujourd'hui, de Daesh au Moyen-Orient. Effectivement, avec la défaite militaire de l'État islamique, on aurait pu penser qu'il y aurait en France une baisse de l'activité djihadiste. C'est en partie vrai, parce que l'EI a échoué, disons, à se structurer en tant qu'entité gouvernementale, donc ce qui a diminué leur rayonnement, mais l'État islamique peut tout à fait repartir en clandestinité. C'est d'ailleurs, disons, un état de fait auquel il est très habitué, que ce soit la clandestinité ou le fait de vivre dans un État failli, en l'occurrence l'Irak, notamment depuis la mort de Zarqawi en 2006 et jusqu'à la proclamation du califat en 2014. Donc cette défaite militaire de l'État islamique ne signifie pas pour autant la fin du djihadisme, comme l'a malheureusement prouvé l'attentat de Trèbes récemment. Ce qu'il faut anticiper dès aujourd'hui, c'est le retour de ces djihadistes dans la société française, notamment après leur passage dans le milieu carcéral. Dans le cadre des procès qu'on a pu suivre avec l'équipe de GlobSec, on s'est rendu compte qu'il y avait un nombre important de djihadistes qui allaient sortir de prison dans les prochaines années, parfois issus des mêmes filières, et parfois, voilà, il y a des filières où ils sortent tous la même année. Donc, une des grandes questions qu'on se pose à l'heure actuelle dans notre projet avec GlobSec, c'est quel est l'avenir pour ces djihadistes ? C'est-à-dire, vont-ils sortir en tant que djihadistes, en tant qu'hybrides, ou bien repartir, c'est également une possibilité, repartir sur des activités criminelles, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, au-delà de la fin opérationnelle de Daesh en tant qu'entité étatique au Moyen-Orient, il faut anticiper ces sorties du milieu carcéral pour pouvoir gérer ce phénomène au sein de la société française, donc que ce soit dans les établissements pénitentiaires ou plus généralement dans l'espace public français. Je vous remercie. Merci Damien Savero pour votre présentation. Vous l'avez évoqué un petit peu, donc on va en revenir plus en détail maintenant sur le projet que nous menons en tant que tel avec GlobSec. Et Casper Reykjavik va donc vous présenter les premiers résultats de ce projet et en chiffres un petit peu, voir où nous en sommes pour étudier ce lien entre criminalité et terrorisme. La présentation sera faite en français. Casper, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci d'être venu. Merci à Iris pour l'invitation. Je m'appelle Casper Reykjavik. Je travaille chez GlobSec en Slovaquie. La dernière fois que je parlais français, je pense il y a 20 ans, dans mon lycée. J'espère que vous me pardonnerez toutes les erreurs que je vais sûrement faire dans les prochaines 10 minutes. Je pense que ce projet, oui, c'est le plus grand projet de recherche de son genre. Nous examinons jusqu'à 1 millier de personnes arrêtées pour terrorisme et condamnées dans 11 pays européens. Oui. Autriche, Belgique, Bulgarie, France, Allemagne, Grèce, Hollande, Irlande, Italie, Espagne et Royaume-Uni. Nous avons des équipes de recherche dans tous ces pays, y compris Iris, bien sûr. Notre outil de recherche est un livre de code avec plus de 120 variables qui nous aident à déterminer si le lien existe et quelles sont les caractéristiques de lien. En ce moment, nous avons 122 personnes dans notre base de données.
32 êtres sont français. Ils sont les personnes qui Damien a parlé. Comme vous le verrez, environ 40% ont déjà été arrêtés. C'est-à-dire qu'ils ont été arrêtés avant 2015. Pour nous, c'est potentiellement la première indication la plus évidente de leur précédente carrière criminelle. Oui. 60-40 de notre échantillon sont des hommes, 26 sont des femmes. Et nous avons un groupe contrôle magnifique, 19 Grecs, qui ne sont pas djihadistes, mais qui ont été arrêtés puis condamnés pour terrorisme. 103 djihadistes ont déjà été arrêtés. Sur ces 40 personnes de djihadistes, 34 ont été inculpés, 32 ont été reconnus coupables de différents crimes. La situation dans notre groupe de contrôle, sur 19, ne avait été arrêtés avant 2015. Tous ont été inculpés puis condamnés. So. 49 ont été arrêtés, ont commis un large éventail de crimes avant leur arrestation en 2015. Beaucoup étaient impliqués dans différents types de crimes. Nous avons 40 djihadistes et 9 Grecs et plus de 130 cas de criminalité. La petite délinquance est grande, tout comme le crime violent. So, crime, terror, nexus. La question, comment ont-ils financé leur activité terroriste avant 2015? Dans seulement 60 cas, par des moyens illégaux. Dans plus de 40 cas, par des moyens légaux. Épargne, avantages sociaux et autres moyens légaux. 12% des criminels qui ne sont transformés en terroristes ont également utilisé des moyens légaux pour financer leur carrière terroriste. C'est une surprise pour nous. C'est un phénomène d'origine locale. 79 dont 19 Grecs sont nés dans l'Union européenne. 93 sont des citoyens de l'Union européenne. Et 98 ont passé leur vie à l'Union européenne. En bref, ils sont locaux. 25 ont été radicalisés en prison, dont 10 Grecs. Dans 30 cas de radicalisation, amis et familles ont joué un rôle. Et oui, nous voyons des chevauchements entre les deux types de radicalisation. Ce n'est pas la situation dans laquelle nous avons 55 personnes. Nous avons le chevauchement. Seulement 5 étaient de vrais loups solitaires, ou solo actors en anglais, lone wolves. Nous voyons que la radicalisation est un long processus. 27 ont commencé leur voyage de radicalisation plus de 5 ans avant l'arrestation de 2015. Pour plus de 80, la radicalisation a commencé au plus d'un an avant l'arrestation de 2015. Sur 41 qui a passé du temps en prison, 23 ont développé des contacts avec les radicaux en prison. 17 ont gardé ces contacts en dehors de la prison. Ces chiffres, bien sûr, incluent également les terroristes grecs. La dernière diapositive parle de la jalousie. C'est une citation. Nos terroristes, ils sont riches. Ils sont comme des consultants. Ils conseillent, ils participent, mais ils ne donnent pas d'argent à leur organisation. Cet argent doit être gagné au volet. Et cela prend du temps. Cela rend la vie beaucoup plus facile pour nous. C'est un commentaire d'un policier d'Irlande du Nord. Je pense que cela montre magnifique. Merci de votre attention. Je regarde vos questions que je vais aborder malheureusement en anglais. Merci beaucoup.
Merci à vous pour ces différents éclairages extrêmement intéressants et passionnants. Je vous propose sans plus tarder de passer aux questions, si la salle a des questions. Voilà, donc nous pouvons commencer. Une première question, ouais, au fond là-bas. Alors, attendez, est-ce qu'on a un micro peut-être? Ok, d'accord. Ah bah finalement. Et j'aurais aimé que vous avez un micro juste là. Voilà. Donc je disais que terrorisme et criminalité, il y avait déjà un lien dans les années 90 avec le terrorisme corse, mais peut-être avez-vous trouvé des mutations, et j'aurais donc aimé que vous développiez peut-être le premier âge de ces liens possibles dans le terrorisme corse avec ce que vous avez repéré dans ce terrorisme-là. Et il y a une deuxième chose qui est pour moi fondamentale, vous l'avez, Monsieur Garot, je crois, un peu effleuré, mais voilà, c'est que il y a quand même une mutation fondamentale, c'est que dans ce terrorisme-là, on a des fratries. Et la notion de famille n'est pas du tout un point de détail. Et j'aurais aimé éventuellement que vous puissiez le développer. Vous voyez très bien à qui je fais référence. Vous l'avez évoqué, c'est Monsieur Roy qui, dans le Djihad et la mort, montre des éléments de fulgurance. Et j'aurais voulu que ce point-là, peut-être, vous puissiez le développer dans la théorie d'hybridation, si ça rentre. Mais moi, il me semble que les liens de camaraderie qui pouvaient exister dans les différents types de terrorisme, sur celui-là, il y a quelque chose de très intéressant parce que la construction communicationnelle de Daesh a joué sur le phénomène de la famille en inventant des usines matrimoniales, etc. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Je voulais savoir si vous le retrouviez. Voilà. Je vous remercie. Peut-être, avant de passer aux réponses, on va prendre 2-3 questions supplémentaires. Oui, ici en face. Ah oui. Alors, j'avais une question en fait sur vous montrez bien donc le passage de la criminalité au djihadisme, mais je vois vraiment un changement de paradigme assez notable dans la criminalité qui vient récompenser des buts, et je mets pas de jugement moral, mais souvent égoïste, c'est-à-dire un gain matériel, d'argent ou autre, et ensuite le passage à l'acte du djihadiste qui est souvent kamikaze, et là encore je mets pas de jugement moral, mais avec un acte qui est presque altruiste, un don de sa vie, entre guillemets, pour une cause. Donc comment est-ce que vous expliquez ce changement de paradigme et le lien entre l'un et l'autre? Merci. Est-ce qu'une autre question? Oui, par ici. Le micro, si vous voulez, monsieur. Pardon. Merci. J'aurais 2 petites questions. La première, c'est pour Monsieur Rekavec. In English, if you want. In the country you studied, there is no mention of the Balkan states, where there is a strong history of terrorism. Et la deuxième question, c'est pour Monsieur Jean-François Guéraud. Monsieur Jean-François Guéraud, oui. Je rebondis sur la dernière idée sur laquelle que vous avez mentionnée, sur la comparaison entre le djihadisme et les cartels, notamment ceux mexicains par exemple. Et j'avais une question un peu stupide, si vous le permettez. Une hybridation, c'est un mélange entre 2 espèces différentes. Et pourtant, en comparant les cartels mexicains et l'État islamique, il y a des comparaisons qui sont frappantes en termes de gains d'argent, basés sur l'extorsion, la prostitution, le trafic de drogue, le trafic d'armes, les mêmes modes opératoires aussi dans la propagande, dans les vidéos, etc. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que le terrorisme, en fait, est une catégorie de la criminalité plutôt qu'une espèce différente? Merci à vous. Monsieur Guéraud, je vous donne la parole, et puis ensuite Casper. Merci. Alors, je vais commencer par la dernière question. Donc, je ne compare pas l'État islamique au cartel mexicain. Je dis simplement qu'il y a un phénomène global d'hybridation des phénomènes de violence dans la modernité, et que dans les processus d'hybridation, cela touche à peu près tous les continents et toutes les formes de violence. Donc, les cartels, pourquoi les cartels de la drogue mexicains relèvent de phénomènes d'hybridation?
Tout simplement parce que ces cartels, on ne peut pas les ranger dans une catégorie simple. Ce ne sont pas que des acteurs qui relèvent de la criminalité organisée. Vous voyez très bien que ce sont des acteurs qui relèvent aussi de la violence paramilitaire. Quand vous les observez, vous voyez que ce sont des forces qui se comportent comme des armées, hein, et qui développent des moyens militaires. Vous vous rendez compte que ces organisations développent des sous-cultures. Ils ont même développé des religions. Donc en réalité, elles ont de multiples facettes. Elles relèvent à la fois du terrorisme, de la criminalité organisée. Ce sont en partie des acteurs politiques parce qu'elles contrôlent des territoires, qu'elles développent des normes, etc. Vous voyez ? Donc mon propos est d'une nature différente. Je ne compare pas les cartels à l'État islamique. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a une représentation de la violence, un paradigme, pour reprendre le terme que vous utilisez, qui est celui de l'hybridation, et qu'il y a de multiples acteurs qui s'hybrident, parfois de manière un petit peu différente. Voilà. Pour revenir à la question précédente, à propos donc de la mort en fait, des kamikazes, de la mort suicidaire, etc. On m'oppose souvent, non sans raison, comme limite à ma vision des choses, en effet, ce problème de la mort kamikaze, de la mort suicidaire. En réalité, quand vous observez les phénomènes de criminalité et de délinquance, vous vous rendez compte qu'il y a, certes, ce sont des comportements qui, en apparence, ont un déterminant économique, qui relèvent de la prédation. En réalité, la motivation d'un certain nombre de délinquants et de criminels sont souvent aussi très complexes. Il y a des comportements très suicidaires et qui ne s'expliquent pas uniquement par une motivation économique. Vous en avez d'ailleurs une représentation cinématographique très frappante et très intelligente dans le film Scarface, hein, qui a connu un remake célèbre dans les années 80. Il y avait déjà une première version où vous voyez très bien comment un acteur qui relève de la criminalité organisée, hein, un jeune immigrant cubain qui cherche la richesse aux États-Unis, qui veut devenir riche et célèbre, sombre petit à petit dans un délire de toute puissance et décide d'une mort sous forme de suicide. Voilà. Pour la première question, alors vous avez entièrement raison, hein, d'aborder la question des fratries. Elle est en dehors de ma théorie de l'hybridation. Il y a des caractéristiques communes à la plupart de ces auteurs. Il y a de nombreuses caractéristiques, comme je l'ai dit. Une de ces caractéristiques centrales, c'est l'origine délinquante, mais l'autre caractéristique, en effet, c'est le caractère de fratrie ou de bande. Tout ça a été très bien analysé, d'ailleurs, depuis très longtemps, hein. Vous avez les travaux, par exemple, de Mark Sajman, hein, sur The Bunch of Guys, sur les fraternités, en fait, brotherhoods, qui peuvent être des fraternités familiales, biologiques, ou construites, culturelles, mais c'est en effet un facteur très, très important. Je partage complètement votre point de vue. Bon. Mais il y a d'autres caractéristiques. Le fait qu'au 9/10e, nous ayons des individus de sexe masculin. Mais c'est vrai de tous les phénomènes de criminalité et de délinquance. Hein, bon. L'hybridation, vous avez abordé la Corse, oui, c'est un des exemples de l'hybridation que j'évoque assez longuement dans mon livre. En effet, on a longtemps analysé la violence en Corse à travers ces deux catégories étanches. D'un côté, les acteurs dits politiques qui pratiquaient le terrorisme et qui auraient des déterminants, des objectifs politiques. D'autre part, les acteurs dits criminels, prédateurs, la criminalité organisée. Ce qui renvoie, alors c'était une vision universitaire, une vision médiatique, c'est aussi une vision étatique qui renvoie à des cloisonnements en silo des administrations, mais je pense que cette vision est en partie fausse. En réalité, il s'est passé en Corse un phénomène d'hybridation que je décris longuement dans mon livre, c'est-à-dire à la fois de criminalisation du politique et de politisation du crime. Et que tout ça s'est très bien exprimé autour de l'industrie de l'extorsion de fonds et du racket. Vous le voyez très bien aussi dans les parcours. Vous voyez des voyous qui passent à la violence dite politique, des acteurs de la violence politique qui passent au banditisme. Et puis en réalité, vous ne savez plus qui fait quoi. Voilà.
Merci, Monsieur Guéraud. Casper, si vous voulez répondre à votre tour. Yes, the question was about the Balkans, right? Okay, so let me answer this way. This is an EU project, so we're focusing solely on the EU countries. The closest that come to it, Slovenia and Croatia. If you tell them you're Balkan, they will hate you till the end of their days. Secondly, if I can, a Swedish colleague, actually a big name in the business, Magnus Ranstorp, once said to me, "Why aren't we in the project? Why isn't Sweden in the project, in your project?" And I said, "You don't arrest enough people." These are top 11 terrorism arrestee countries in Europe. In 2015, which many say it's the peak of the terrorist threat, maybe not. I feel odd saying this in France. These were the top 11. If we were to go on in a debate on how they got to these numbers, well, that's a completely different debate, which I'll happily have with you over a drink afterwards, because these are some shocking stories how these numbers are produced and how I'm not saying the French ones are all fantastic, but I mean the other 10 sometimes are pretty surprising. So that's why you don't have the Balkan countries there. Merci, Casper. On va prendre une autre série de questions. Oui, alors un doigt s'est levé tout au fond, en premier. Deux questions, notamment pour reprendre ce que disait monsieur sur justement les pays balkaniques. Vous parliez, monsieur Reykjavik, justement, du fait que les profils terroristes que vous aviez remarqués au cours de votre étude étaient principalement des gens que c'était un terrorisme local. Alors, en substance, ça pose la question de la coopération antiterroriste, notamment avec deux pays en particulier, la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo. Qu'est-ce qui est envisagé actuellement sur le sujet? C'était ma première question. Et la deuxième, justement, quel est l'état de nos relations et de la coopération antiterroriste avec un pays majeur qui a historiquement eu à faire face à un terrorisme hybride à grande échelle, notamment avec les deux guerres de Tchétchénie, la Russie. Merci. On va prendre une deuxième question. Oui, un doigt est levé là-bas au fond. Bonsoir. C'est plutôt une remarque qu'une question. C'est que, en fait, le sujet, c'est criminalité et terrorisme. Et donc, KID du Sahel, notamment par le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Donc voilà, si vous pouviez rebondir sur le lien entre les deux sur cette zone. Merci. On va prendre une troisième question juste devant ici. Oui, ici. Pardon. Merci. Bonsoir. En fait, déjà, j'ai bien aimé l'entame de cette conférence, étant donné qu'il a été dit que des attentats avaient été commis au nom de l'État islamique et non au nom de Dieu. Donc, est-ce que pour vous déjà, c'était volontaire, ou est-ce que ces deux expressions se correspondent, ou est-ce que c'était vraiment délibéré, c'est bien au nom de l'État islamique, donc c'est politique, et non pas au nom de Dieu, c'est-à-dire religieux. C'est-à-dire que la base est bien politique. Et ensuite, j'ai une question toute courte et toute simple. Comment expliquez-vous que des Français tuent des Français? Je n'arrive pas à répondre à cette question. Et comment trouvez-vous encore, comment comprenez-vous, comment expliquez-vous que ces idéologies trouvent un écho si fort apparemment dans le cœur de certains Français? Parce qu'il semble que la communauté française soit particulièrement représentée. Merci. On va procéder aux réponses. Casper, pour la première question. Oui, I'll try to be brief. Thank you for the questions. If I got them correctly, you were asking me, the second was my favorite, Russia. And I'm from Poland, by the way, so it's kind of puts me in a difficult position. The first was Bosnia and Kosovo, right? So my French has not
completely disappeared from my head. Okay, maybe I'll start with the second one. Of course, it's a tough nut to crack for anyone, especially for our Western friends who have to deal with Russia on this field constantly. When you're dealing with a country that has probably infiltrated quite a few agents inside the ISIS, there are stories of some Dagestani jihadists who were kind of influenced to go to Syria and then collect information for somebody, let's put it this way. And I always, when I see those videos when ISIS is executing Russian spies, they are over, you know, this is far-fetched, but there is something to it. Now, probably I'm the only one person in my country who says that Russia is not running ISIS. Okay, I'll repeat that. 99% of my compatriots firmly believe probably that, you know, there is something to this. There is a conspiracy. Now, how do you deal with that? It would be completely unfair to say you do not talk to Russia, because it does have a problem. I'm the one who believes that there's actually thousands of jihadists from this country and in this country, and it's going to be a problem for Russia. Now, how do you cooperate with Russia given the other issues at stake, the more geopolitical issues with which France is also dealing with? That's probably not a question to me. I would say the lines of communication and the cooperation with them has to be kept open. It's too big of an issue, too big of a problem to pretend it's not there. So, you know, that would be my line. Now, and thankfully, this is the line also of the EU and NATO, so that's fine. On Bosnia and Kosovo, again, they're not here because they're not in the EU and you know, they're not in the project in this sense. But I get your point, and yes, they are key. They are absolutely key, especially, you know, depending on the day, it's either Kosovo or Bosnia. Well, you know, Monday, Tuesday, so to speak. What I'm afraid of sometimes is that when my colleagues, especially from Kosovo, tell me how the police used to operate there in a kind of a vacuum cleaner fashion. Okay, so we need to arrest 50 people, so we're going to arrest 50 people for terrorism. And probably a few are connected. But if we scoop up a few others, well, that's a completely different thing. Now, how do you cooperate with a police force like that? You have to. How do you deal with that on a day-to-day basis? How do you structure the liaison? Again, not a question to me. We have to keep talking. We have to keep the lines open. But let's be honest, this is a truly transnational jihad out there in parts of Western Balkans. And you know, there are videos in which those former Yugoslav jihadists sit together, each speaks in their own language, and few of those languages are very similar to one another, I grant you that, but certainly not Albanian speaking in Kosovo. It's not very similar to Slavic languages. They can get on with another, so you have a kind of like a hybridization of a post-Yugoslav identity, even into jihad, which spooks me, to be honest with you. So I would say yes, key partners, but working with them must be extremely hard. But thankfully, I'm not in the job. I'm just a researcher. Merci Casper. Damien, je vous laisse la parole. Oui, alors je vais peut-être juste commencer par votre question, monsieur, la dernière, concernant le fait d'utiliser l'expression au nom de Dieu ou au nom de l'État islamique. Concrètement, dans les communiqués officiels et dans la propagande officielle de l'État islamique, les deux expressions sont utilisées indifféremment. On va avoir de temps en temps dans les revendications, on va dire par exemple que tel ou un tel était Jund d'Allah, c'est-à-dire soldat de Dieu, et de temps en temps on va avoir dans les revendications il était Jund al-Dawla al-Islamiyya, c'est-à-dire soldat de l'État islamique. Bon, nous on utilise bien évidemment dans nos interventions respectives, on n'utilise pas soldat de Dieu parce que concrètement c'est pas bien évidemment pas notre rôle de dire s'ils ont agi au nom de Dieu ou non, mais au nom effectivement de l'idéologie de l'État islamique, ça bien évidemment oui. Votre question sur pourquoi est-ce que les Français sont particulièrement représentés, à mon avis, c'est effectivement la question centrale. Une des grilles de lecture du phénomène, c'est, je dirais, déjà l'ancienneté des réseaux. Les territoires en France sont travaillés, c'est un peu choc de dire ça comme ça, mais sont travaillés par des idéologues et des recruteurs depuis très longtemps. On avait déjà en France des filières d'envoi vers le djihad au moment de l'Afghanistan. On en a eu ensuite en Bosnie. J'ai parlé tout à l'heure du gang de Roubaix avec Christophe Caz et Lionel Dumont. On en a eu d'autres
au moment de la guerre civile algérienne, avec l'arrivée du Front islamique du salut en France, puis de l'arrivée des groupes islamiques armés. Ces phénomènes étaient beaucoup moins importants qu'aujourd'hui en termes de nombre, mais ils ont toujours existé. Et quand on regarde par exemple les endroits dans lesquels le Front islamique du salut, puis le groupe islamique armé se sont implantés en France, c'est des territoires comme Roubaix, c'est des territoires comme le 11e arrondissement à Paris, c'est des territoires comme la région toulousaine, donc des territoires qui sont particulièrement frappés aujourd'hui par les mêmes phénomènes. Donc ce serait, disons, sur l'ancienneté, disons, des réseaux. Déjà, la filière des buts de Chaumont existait déjà depuis plus de 15 ans. Le contentieux algérien, puis ensuite le contentieux irakien, et enfin l'arrivée de la déclaration du califat qui a mobilisé encore plus de troupes. Mais je pense qu'à mon avis, une des clés de compréhension du phénomène, c'est le fait que ces territoires sont travaillés depuis très longtemps. Voilà. Merci Damien pour votre réponse. Peut-être Monsieur Guéraud pour compléter sur la question notamment qui a été posée sur le Sahel. Oui, la question du Sahel est intéressante parce qu'elle permet pour les affaires d'hybridation de réfléchir non seulement en termes de processus. J'ai évoqué tout à l'heure les 3 stades de l'hybridation possibles en termes de coopération, d'imitation, de convergence, etc. Donc dans des processus dynamiques et historiques, mais on peut aussi réfléchir en termes topographiques. Donc territorial ou géopolitique. Il y a des territoires de l'hybridation. Damien évoquait tout à l'heure la question de la prison. C'est un territoire de l'hybridation. Il a été évoqué le quartier, la ville de Molenbeek. J'évoque assez longuement dans mon livre la question de l'Irak après 2003. On ne comprend rien à la défaite militaire américaine si on ne comprend pas que les Américains n'ont pas compris à ce moment-là leur ennemi, qui était un ennemi profondément hybride et pas spécifiquement et uniquement politique. Voilà. Et donc, il y a des lieux et des territoires. Le Sahel en est un, subtil et complexe. C'est-à-dire qu'on peut avoir des territoires, on peut qualifier certains territoires d'hybridation parce qu'il y a des acteurs hybrides, mais aussi simplement parce que ce sont des territoires où il y a des acteurs à la fois criminels au sens de la prédation de droit commun et des acteurs dits politiques qui se partagent le territoire et s'imitent ou coopèrent entre eux. Et puis vous avez des territoires où vous avez des acteurs politiques, prédateurs et de vrais acteurs hybrides. Voilà. Merci Monsieur Guéraud pour votre éclairage. Nous allons prendre de nouvelles questions. Oui, ici au premier rang. Et ensuite, une deuxième question peut-être. Ouais, juste ici. Voilà. Là au 4e, 5e rang. Ouais. On vous écoute. Merci. Elle s'adresse à vous, non pas seulement comme une réponse, mais comme une opinion. Merci pour votre explication sur l'hybridation et le dernier maillon de la chaîne. Si on remonte sur les acteurs de décision de l'État islamique, on sait qu'il y a eu des deals entre la Turquie et Daesh, notamment pour la filière du coton. J'aimerais savoir en quelle mesure les gouvernements ou les agences d'intelligence, qui est un 3e acteur dans l'hybridation entre le terrorisme et la criminalité, ont pu tolérer, améliorer, inciter, voire former cet État islamique pour créer le chaos. C'est pour ça que je demande une opinion et pas une réponse, parce qu'il n'y aura pas de vraie réponse. Qu'est-ce que vous pensez de cette implication qui a pu avoir lieu dans la montée impressionnante de cette organisation qui est quasiment sortie de terre par rapport au mal qu'ils ont fait? Merci. Deuxième question à ma gauche. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation. En fait, j'étais intéressée surtout sur les datas que vous avez montrées par rapport à la recherche dans les prisons. En fait, c'est nous voyons les chiffres. Et la majorité de ces terroristes, c'est des terroristes made in Europe. Donc, c'est des terroristes qui soit ils sont grandis en Europe ou bien ils ont vécu beaucoup de temps en Europe. Et donc, je me pose la question par rapport à la nouvelle opération maritime européenne qui a été lancée, ça fait déjà quelques mois. C'est l'opération Thémis par l'agence de Frontex. En fait, avec l'objectif d'intercepter des présumptes terroristes et bien de les renvoyer chez eux. Comme vous savez, je pense que l'Italie était en première ligne sur ça, avec plus de 60 000 migrants qui sont arrivés sur les côtes italiennes dans les dernières années. Et plus de 246 personnes ont été aussi renvoyées dans leur pays d'origine, Tunisie, Égypte, etc. Donc,
c'est des prisons terroristes qui ont vécu dans des prisons italiennes et qui ont développé peut-être des liens ou pas avec le terrorisme, qui ont été renvoyés chez eux. Donc ma question, c'est plutôt par rapport à cette analyse que vous avez faite et les rôles que cette analyse peut montrer à des politiques européennes versus des politiques qui sont aujourd'hui les politiques de la Méditerranée, donc d'externalisation des frontières, etc., vers plutôt des politiques d'intégration ou bien de trouver des politiques d'intégration de ces gens qui vont sortir des prisons dans les prochaines années. Merci. Merci. On va prendre une troisième question. Oui, juste ici. Vous pouvez relever le doigt, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. Ma question s'adresse plutôt à Monsieur Savero. Vous avez parlé de la gestion, juste ici, de la gestion problématique des carcérales par le ministère de la Justice des djihadistes qui sont retournés en France. Et je voulais savoir si vous aviez des pistes d'analyse ou de réflexion qui porteraient davantage sur les chefs d'accusation. Parce que, si je ne me trompe pas, ils sont pour la plupart jugés pour association de malfaiteurs. Et il n'y a pas vraiment, de chef d'accusation spécifique, on va dire. Et est-ce que, pour vous, c'est adapté ou est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à d'autres chefs d'accusation possibles? Merci. Damien, je vous donne la parole. Alors, je vais juste commencer une petite réflexion sur votre question, monsieur. Effectivement, certains acteurs étatiques ont pu favoriser l'affirmation de l'État islamique. Vous avez parlé de la Turquie. Concernant la Turquie a également acheté du pétrole à l'État islamique. Ça a également été le cas du gouvernement syrien. Le problème, c'est que connaître le rôle exact de l'ensemble des acteurs étatiques de la région ou autres est un petit peu compliqué, car les zones sont difficiles d'accès, notamment pour les chercheurs. Mais si je peux parler, disons, d'autre chose, à part les transactions commerciales, sur ce que je connais, effectivement, on peut penser que le gouvernement syrien a eu un rôle dans l'affirmation de l'État islamique, notamment afin de, disons, djihadiser la rébellion syrienne et de se présenter aux acteurs occidentaux comme, disons, un rempart face au djihadisme. Et à ce titre, je prendrai l'exemple de la libération de beaucoup de prisonniers djihadistes qui étaient dans les geôles syriennes à l'été 2012, notamment Zahran Arlouch, qui est devenu par la suite le chef d'une des milices djihadistes les plus importantes, Jaish al-Islam. Donc ce n'est pas directement l'État islamique, mais c'est, disons, la salafisation, disons, de la révolution syrienne. Et bien évidemment, l'idéologue Abou Moussa al-Bassouri, qui a été également libéré des prisons syriennes par le gouvernement syrien. Et Abou Moussa al-Bassouri est un des théoriciens, disons, du djihad contemporain. Voilà. Et concernant votre question, je vous ai perdu de vue. Pardon, ouais. Oui, alors, il existe quand même un chef d'accusation qui est employé le plus souvent, c'est l'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, ce qu'on appelle l'AMT. Mais alors, vraiment, je ne suis pas juriste, donc réfléchir à d'autres chefs d'accusation, oui, c'est possible. Maintenant, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que, entre guillemets, la majorité, disons, des djihadistes qui sont en cours de jugement, on ne peut pas créer de nouvelles lois pour les juger sous de nouveaux chefs d'accusation pour des faits qu'ils auraient commis de manière antérieure à cette loi. Donc pour les djihadistes futurs, oui, pourquoi pas. Effectivement, l'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, c'est pas toujours, disons, un chef d'accusation qui peut toujours bien se calibrer sur ce type d'action. Mais voilà, réfléchir à d'autres chefs d'accusation, pour le coup, je saurais vraiment pas m'avancer sur le sujet. Voilà. Merci Damien. Casper, si vous souhaitez compléter. Just maybe the comment on Italy. You're right. It's in the case of Italy, it's not made in Italy. It's brought to Italy. It's true. Certainly, in this case, this is an outlier case for us, a different case than many of the others. But what I was giving you were total results, and the total results are what they are. And of course, they are skewed by bigger samples that we have, for example, from France. So that I agree with. I agree that this could look different. Although, what we hear from our Italian team is that, well, let's say the jihadist milieu in Italy is getting older as well, and probably it's going to be homegrown in the future as well to a certain extent. I'll be happy to chat about that afterwards. Not an expert on Mediterranean policy, so I'll stop there. Merci Casper. À nouveau, si des questions se présentent dans la salle, oui. Oui, monsieur au second rang.
Ensuite, madame au milieu. Et on prendra une troisième question, je crois, monsieur là-bas. Bonsoir, merci beaucoup pour votre table ronde. Je me risque une question, je ne sais pas du tout comment elle va. Vous avez parlé de territoire, monsieur Guéraud. Est-ce que le territoire donc physique que vous avez beaucoup documenté dans votre livre, est-ce que sur le territoire qu'a investi quand même Daesh, qui est le territoire Internet, on va dire ça comme ça, ou virtuel, est-ce que vous avez également des pistes d'hybridation plus ou moins évidentes, ou est-ce qu'il favorise ou pas l'hybridation dans cette thématique du terrorisme? Merci. Merci. Une deuxième question. Oui. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je suis curieuse de savoir si l'étude GlobeSec va aborder la question de la corruption. Pour avoir travaillé sur la région du Sahel en matière de criminalité organisée, on se rend compte que les groupes criminels qui profitent des revenus du trafic de migrants, qui profitent à la fois de tous les trafics d'armes et autres dans la région, vont à la fois corrompre les acteurs de la gouvernance et en fait les acteurs politiques, mais d'un autre côté, sont les mêmes groupes qui vont perpétrer des attaques contre l'État lui-même. C'est-à-dire qu'à la fois la motivation, enfin, elle est économique, mais en même temps, ils vont se retourner. Donc on aura des groupes qui à la fois corrompent les politiques, mais d'un autre côté les attaquent. Donc c'est là, en termes de lien entre le terrorisme et la criminalité organisée, j'aimerais savoir comment cette étude va aborder cette question qui est particulièrement sensible dans la confusion qu'il y a dans ce groupe, et spécialement sur le Sahel. Merci. On va prendre une troisième question. Oui, monsieur. Oui, bonjour. En fait, j'avais une question concernant le lien entre criminalité et terrorisme. Est-ce que en fait, ce lien ne serait pas, en fait, entre autres, dû à l'environnement dans lequel les terroristes sont recrutés? Parce que vous avez parlé, par exemple, de Seine-Saint-Denis, et si les terroristes viennent de Seine-Saint-Denis, il y a statistiquement plus de chances qu'il y ait en fait des criminels que, par exemple, s'ils venaient du 16e arrondissement ou d'un endroit beaucoup plus, avec notre environnement. Voilà. Merci. Peut-être une dernière question, oui. Oui, allez-y. Bonsoir. Je voulais juste savoir, vous avez parlé de problématiques qui allaient être au centre de pas l'actualité, mais des exigences, qui est la réinsertion. Je voulais savoir quelles étaient les pistes de réflexion concernant la réinsertion des criminels qui étaient liés à des activités djihadistes. Merci. Monsieur Guéraud, vous avez la parole. Merci. Alors, la question sur le cyber est très, très pertinente. Ce qui caractérise l'hybridation, c'est qu'un acteur violent a une apparence et une nature. Et que bien souvent, son apparence ne correspond pas à sa nature profonde. J'ai pris l'exemple des FARC tout à l'heure qui était caricatural, une apparence d'acteur politique, mais en réalité, quand vous êtes le premier exportateur de cocaïne au monde, on comprend bien que le déterminant économique était central, c'est-à-dire que le mode de financement était devenu en réalité le but de l'entité. Ce qui caractérise le monde du cyber, c'est que, au-delà du fait que vous ne laissez pas de traces, vous pouvez dissimuler votre nature profonde. Voilà. Et donc, s'il y a bien un territoire qui permettra toutes ces fusions et toutes ces confusions, tous ces mélanges d'espèces, c'est évidemment le domaine du cyber, par excellence. Donc là, je vous rejoins complètement. Ensuite, si vous voulez, je vais répondre sur le 16e arrondissement. C'est une question très intéressante qui n'a rien à voir avec l'hybridation, mais qui renvoie à une question de criminologie très ancienne. Et je vais vous faire deux réponses. Petit A, quand vous dites il n'est pas normal de voir qu'il y a plus de criminels et de délinquants en Seine-Saint-Denis parce que c'est un territoire pauvre, etc. Méfiez-vous, corrélation n'est pas causalité.
Les choses sont plus compliquées que ça. En plus, la Seine-Saint-Denis est un territoire, c'est un des départements les plus riches de France, statistiquement, si vous intégrez l'économie criminelle. Donc les choses sont plus compliquées. Ensuite, et oui, mais c'est important. Petit b, en réalité, il y a une criminalité des élites. Vous savez, ce qu'on appelle la criminalité en col blanc. Criminalité des élites politiques, économiques, administratives. Une de ses caractéristiques, c'est qu'elle est statistiquement invisible, parce que judiciairement très peu pris en compte. Avant que le concept de white-collar crime, de criminalité en col blanc, ne soit inventé par un très grand sociologue américain, Sutherland, dans les années 30-40, quelle était la représentation dominante du crime, dominante? C'était le crime, c'est un phénomène de basse couche sociale, des phénomènes de rue, les petites gens, les pauvres, etc. Et le raisonnement consistait à dire on ne voit jamais de gens des élites politiques, économiques, administratives devant les tribunaux, ça prouve bien qu'ils ne commettent pas de crimes et délits. C'était ça le raisonnement. Et puis du jour où le concept est arrivé, on a compris qu'en réalité, dans le fonctionnement des systèmes judiciaires, il y avait des biais qui faisaient que les systèmes judiciaires, et c'est encore vrai aujourd'hui, mais pour de multiples raisons qui sont extrêmement connues et très, très complexes, les systèmes judiciaires ont beaucoup de mal à appréhender au sens intellectuel, juridique et matériel cette forme de criminalité. Donc dire qu'il y a moins de criminalité et de délinquance dans le 16e arrondissement riche et bourgeois qu'il n'y en a dans le 93, en réalité, vous ne le savez pas. On ne le sait pas. Il y a simplement une criminalité qui, dans un département, est beaucoup plus visible socialement, judiciairement et statistiquement, et dans d'autres territoires, parce que ce sont d'autres formes de criminalité qui sont moins visibles, vous ne les appréhendez pas. Je vais caricaturer à l'extrême. Mais grosso modo, on va dire que l'infraction courante en Seine-Saint-Denis, ça va être le deal de rue. C'est une infraction qui est très bien comprise intellectuellement, juridiquement, et qui est très visible, et qui crée un trouble à l'ordre public. L'infraction caricaturale du 16e, ça va être le délit d'initié. C'est une infraction qui est juridiquement, intellectuellement et matériellement d'une extrême difficulté à établir. Vous voyez? Alors, par ailleurs, quand vous prenez en compte, en soi ça mériterait un développement sur une journée, quand vous prenez en compte le fait, et c'était ce qu'expliquait très bien Sutherland, qu'il y a une criminalité des gens riches, des gens bien installés socialement, qui est en général une criminalité liée à leur fonction. Si donc il y a une criminalité, une délinquance, alors même que vous êtes bien installé socialement et que vous êtes riche, vous ne pouvez pas expliquer pourquoi ils sont criminels, si vous considérez que le vrai paradigme, c'est la pauvreté qui conduit au crime. Une chose et son contraire ne peuvent pas expliquer le phénomène criminel. Si vous expliquez que c'est la pauvreté qui conduit le crime, donc les riches ne commettent jamais de crime. Vous comprenez ? Il y a là, du point de vue de l'argument théorique, du raisonnement, une impasse intellectuelle absolue. Et d'ailleurs, vous prenez les études sociologiques depuis un siècle. Je ne connais pas d'études sérieuses qui aient pu démontrer le lien, un lien ferme et direct, entre criminalité et pauvreté. Beaucoup d'études ont été faites ces dernières années autour de la question du terrorisme, du profil des acteurs terroristes. Je parle pour le monde occidental, hein. Donc dans des sociétés développées, riches, etc. Je n'aurais pas la même appréciation pour d'autres types de sociétés. Mais en Occident, aucune étude n'a démontré un lien entre criminalité et pauvreté, hein. Et si vous en connaissez une, il faudra me la présenter. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Beaucoup plus complexe. L'idée que le pauvre est mécaniquement ou voleur et que le riche ne l'est pas, voilà. Excusez-moi de ce développement un peu long, mais... Merci. Damien, si vous voulez rebondir.
Oui, je vais simplement rebondir et aller dans le sens des propos de Monsieur Guéraud, en essayant un peu de l'illustrer avec quelques profils. Effectivement, le lien entre... Alors déjà, le lien entre pauvreté et délinquance est effectivement difficile à démontrer. Le lien entre pauvreté et terrorisme l'est d'autant plus. J'ai parlé tout à l'heure de Thomas Barnoin, qui était enfant d'enseignant et qui avait réussi à se faire financer, ou à s'auto-financer, un cursus universitaire de 3 ans à l'université de Médine en Arabie Saoudite. J'ai d'autres profils, celui par exemple d'Émilie Koenig, qui aujourd'hui a été a été capturée par les Kurdes. Elle, au moment de son départ, elle est bretonne, fille de gendarme convertie. Et ça, c'est quelques exemples parmi, disons, entre guillemets, les unités de base au sein de la hiérarchie djihadiste. Mais si on va plus haut dans la hiérarchie djihadiste, si on prend un peu les têtes pensantes, les idéologues, les recruteurs, ce sont très souvent des gens qui sont même issus de la bourgeoisie, parfois de familles étrangères, mais de familles illustres. Si je prends par exemple l'exemple du cheikh Bassem Ariachi, qui est issu d'une famille de frères musulmans syriens, une famille illustre de la grande bourgeoisie de la région de Hama en Syrie. Il est descendant du prophète, et quand il arrive en France, il décide de très vite repartir pour aller fonder le premier centre islamique belge à Molenbeek. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée, justement pour aller dans ce sens, que ce soit parmi les petits profils ou les plus gros profils, c'est très difficile de dire que ce sont des gens qui ont des profils, disons, qui ont vécu dans la pauvreté ou dans l'exclusion toute leur vie. Et juste pour tenter, ça va être difficile de répondre à la question sur la réinsertion. Des pistes de réflexion sur la réinsertion, à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des pistes de réflexion sur le concept de déradicalisation qui ont été testées. Pour le moment, je préfère pas m'avancer. Pour le moment, c'est pas suffisamment précis et pas suffisamment sérieux pour qu'on puisse se baser dessus en se disant que c'est avec ce type de procédé qu'on va réinsérer les djihadistes dans quelques années. Honnêtement, déjà, le premier challenge, c'est de pouvoir les gérer dans le système carcéral, de pouvoir déjà trancher la question de ce qu'on fait des returnees qui affluent encore. Visiblement, le débat n'est pas encore tranché de savoir s'ils vont être jugés ici ou non. S'ils sont jugés ici, a priori, la première urgence, c'est la gestion du système carcéral. Dans un second temps, la gestion de leur réinsertion. Pour le moment, c'est un petit peu compliqué de s'avancer là-dessus. Je ne m'y risquerai pas. Merci Damien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Une première question au fond, une deuxième par ici et une troisième. Bonsoir, merci. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur le rôle ou les tâches confiées aux femmes? Est-ce que les tâches confiées aux femmes sont les mêmes que pour les hommes, par exemple? Est-ce qu'elles peuvent aller au combat? On peut présupposer que c'est un peu une structure patriarcale, mais je me posais la question justement du rôle et des tâches des femmes, parce qu'on voit qu'elles sont moins nombreuses à être arrêtées, mais on est aussi dans une culture où potentiellement le postulat de la violence, on les met envers les hommes. On pense que quand il y a de la violence, elle est plus masculine que féminine. Et est-ce qu'on n'aurait pas justement tendance à sous-estimer le rôle des femmes, et ce qui peut expliquer pourquoi elles sont moins arrêtées, parce qu'elles sont peut-être un peu moins surveillées, et que s'ils sont intelligents, ils peuvent en profiter. Voilà. Merci pour votre question. Une deuxième question par ici. Oui, merci. Il semble y avoir une prépondérance du wahhabisme et du salafisme dans le discours religieux vers lequel se tournent ces jeunes délinquants. Comment on peut expliquer le hold-up intellectuel qu'ont réussi les salafistes et expliquer du coup le fait que les savants non radicaux aux discours différents n'arrivent pas à être audibles dans les discours entendus par les délinquants? Merci. Merci. Il y avait une question devant. Oui. Bonjour. Alors, en fait, j'ai deux questions. Premièrement, on a beaucoup parlé des parcours des terroristes et de dire que les djihadistes ou terroristes passaient de la criminalité organisée vers le terrorisme islamiste. Mais je me demandais plutôt l'impact, à l'inverse, du terrorisme sur le fonctionnement de la criminalité organisée. Est-ce que ça a un impact sur le fonctionnement, notamment parce que... vous dites qu'il y a énormément de liens entre les deux, entre criminalité organisée et terrorisme islamique, mais ce qu'on a vu dernièrement, notamment avec les procès de Jawad, etc., c'est que la criminalité organisée, elle fournit une aide aux terroristes, une aide qui peut être matérielle, directe ou indirecte,
sur le fait de fournir des armes, sur le fait de donner à ces personnes des lieux pour se cacher, etc. Sachant que ça peut être une criminalité qui n'est pas liée au terrorisme, mais qui va quand même donner une aide matérielle. Et je me disais, actuellement, la réponse qui est donnée au terrorisme, c'est la réponse juridique en tout cas, c'est une réponse qui est orientée vers justement essayer de répondre fermement, ou en tout cas avoir des moyens d'enquête plus diversifiés contre les filières terroristes. Mais en réalité, ces filières, elles sont aidées aussi en grande partie par la criminalité organisée. Et est-ce qu'au final, on ne se coupe pas des moyens d'endiguer le terrorisme en ne fournissant une réponse que sur ces filières évidemment liées au terrorisme? Merci. D'accord. Alors, on commence peut-être avec Damien sur les 2 premières questions. D'accord. Alors, concernant la première question sur les femmes, c'est une question qui est vraiment très intéressante. Déjà parce que, en fait, notamment dans la façon dont la justice française a géré le phénomène, il y a eu un biais de genre en faveur des femmes. C'est-à-dire que, dans un sens, au début disons, du phénomène, et jusqu'à octobre 2016 à peu près, que ce soit la police ou les services de la justice ne prenaient pas vraiment au sérieux la menace des femmes, en partant du principe que, effectivement, puisque une fois sur place, elles ne pouvaient pas combattre et elles étaient reléguées à des tâches subalternes. Par conséquent, les femmes qui seraient returnees ne seraient pas dangereuses. Ça a été effectivement, je pense, à certains niveaux, une erreur. David Thompson en parle dans son ouvrage. Mais tout ça a changé à partir du moment où il y a eu la tentative d'attentat raté devant Notre-Dame à Paris. C'était un commando uniquement féminin. Toutes les femmes, en l'occurrence, avaient été recrutées par le djihadiste français Rachid Kassim sur sa chaîne Telegram. Et à partir de ce moment-là, les services de l'État ont commencé à réagir en disant, voilà, en fait, si, les femmes, effectivement, certes, sur place, elles ne peuvent pas forcément combattre. Encore qu'il y a eu quelques cas, mais c'est vrai que pour la majorité, elles sont reléguées à des tâches subalternes. Mais celles qui reviennent, ou les femmes velléitaires qui ont tenté de partir et qui n'ont pas pu, peuvent en réalité tout à fait rejoindre des filières terroristes et passer à l'acte. En l'occurrence, je ne veux pas du tout expliquer que c'est ce qui a été la solution, mais le fait que cette tentative d'attentat à Notre-Dame a été ratée a permis en fait aux services de police de casser les codes de Telegram, notamment de la messagerie de Rachid Kassim, et d'arrêter des dizaines de personnes qui étaient en lien avec lui sur Telegram. Donc, certes, pour répondre à la question, certes, sur place, les femmes n'ont pas été, disons, n'ont pas eu un rôle prépondérant dans les activités militaires, mais dans les activités de préparation d'actes de terrorisme, ça a été le cas. Après, pour terminer, Rachid Kassim, dans son testament, avant de se faire tuer par un drone américain, avait fait un testament en disant, voilà, concrètement, j'estime que la hiérarchie de l'État islamique a fait une erreur en m'envoyant au front, j'aurais été bien mieux dans la préparation d'attentats. Et en fait, sa hiérarchie lui a fait payer l'échec de la tentative ratée à Notre-Dame. Ses chefs se sont dit, c'est pas normal, visiblement, qu'il se base sur des commandos féminins, et c'est en partie pour ça que ses chefs l'ont envoyé au casse-pipe. Concernant la question sur la prépondérance du salafisme, du wahhabisme et de l'idéologie salafo-djihadiste, pourquoi est-ce que ce seraient les radicaux qui seraient les plus audibles? Alors, c'est une question assez complexe, mais je pense qu'une des premières pistes, c'est le fait que, si vous voulez, dans le système salafiste, c'est un système de normes très contraignantes, mais de normes, qui répond à une situation d'anomie. Et donc, par conséquent, rentrer dans une idéologie à la fois politique et religieuse, ou peut-être simplement religieuse, permet de se baser sur un système de normes, sur un système de lois, sur un système de règles, et évidemment, ça permet ça permet de créer des barrières et de créer des repères pour certains jeunes qui n'en ont pas. La deuxième chose, je dirais, c'est l'échec, malheureusement, d'une partie, effectivement, d'autres cadres du clergé musulman, si je peux parler comme ça. Le souci, c'est justement la question des règles. Comment se positionner en tant qu'imam aujourd'hui dans une société laïque? C'est quelque chose qui est très compliqué. Là où les salafistes ont réussi à gagner une partie de l'opinion publique musulmane, c'est parce qu'ils apportent des réponses très claires. La démocratie, c'est non. L'égalité homme-femme, c'est non.
Tout ce qui va être considéré comme de l'association du shirk, c'est non. Tout ce qui va être considéré comme une innovation blâmable qui n'existait pas du temps des ancêtres, des pieux ancêtres, c'est-à-dire les compagnons du prophète, c'est non. Et donc, par conséquent, c'est en partie pour ça, je ne dis pas que c'est la totalité de la solution, mais c'est en partie pour ça que le salafisme a été très audible. Maintenant, l'autre question que cela pose, c'est, vous parlez à demi-mot, enfin, des personnes qui sont plus modérées par rapport à d'autres, tout dépend de là où on place le curseur. Est-ce que un imam qui serait modéré, c'est quelqu'un qui n'appelle pas aux attentats? On peut le définir de cette manière. Est-ce qu'on peut le définir ou alors comme quelqu'un qui va respecter, entre guillemets, le système de laïcité à la française et le contrat social? Parce que certains acteurs dans le débat public avancent le fait que le salafisme quiétiste, le salafisme à la saoudienne, qui est majoritaire en France, pourrait être un rempart face au djihadisme, dans la mesure où un salafisme quiétiste, a priori, dans la logique saoudienne, on ne peut pas faire le djihad tant que le gouverneur n'a pas décrété le djihad. Et en l'occurrence, le gouverneur étant en Arabie Saoudite, il n'y a pas de djihad, disons, qui est déclaré officiellement par un imam saoudien et qui autoriserait le djihad. Le problème, c'est que là, on va sur une frange qui est beaucoup plus large que la simple question du terrorisme. En l'occurrence, le salafisme quiétiste peut être audible pour beaucoup de personnes, mais il peut effectivement poser des problèmes en termes de contrat social. Je vous prends juste un exemple. Et parfois préparer, disons, la rupture épistémologique nécessaire pour ensuite partir faire le djihad. Je vous prends un exemple. Dans la mosquée As-Sunna à Marseille, il y a un responsable de la mosquée qui s'appelle le Cheikh El-Hadi Doudi, qui lui se revendique de l'islam salafiste saoudien. Et il y est complètement affilié. C'est-à-dire qu'il y a des fatwas des imams officiels saoudiens qui disent, voilà, ce cheikh, en l'occurrence, il obéit à une idéologie salafiste quiétiste. C'est quelqu'un de chez nous, donc son message est halal, est autorisé. Donc lui développe un discours qui est a priori plutôt quiétiste. Il n'empêche que dans sa mosquée, il y a eu plus de 10 départs pour la Syrie et qu'il a en fait, il y a deux théories, soit il a eu du mal à contenir ses ouailles, soit en réalité il a été complice. Je n'ai pas la réponse sur ce sujet en particulier, mais effectivement, la question de promouvoir un autre discours, la question du salafisme quiétiste est centrale et pour le moment, je pense que ce n'est pas une réponse à apporter à ce type de sujet. Merci beaucoup Damien pour votre éclairage. Monsieur Guéraud, si vous voulez répondre, je crois, pour la troisième question. Oui, merci pour votre question très, très pertinente. Alors, juste une remarque sémantique. Je n'ai pas parlé de criminalité organisée, j'ai parlé de délinquance ou de criminalité professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre des acteurs relativement isolés et l'organized crime, la criminalité organisée. Parce que cette hybridation, on la rencontre parfois à l'étranger sur d'autres acteurs, sur d'autres secteurs, entre le crime organisé et des phénomènes terroristes en tant que tels, mais ce que nous avons connu pour les attentats à Paris, c'était d'abord de la délinquance professionnelle, mais qui ne relève pas du crime organisé en tant que tel. Il faut être très, très prudent. Mais là où je vous rejoins complètement, c'est sur deux aspects. Premièrement, ce qui attirait l'État islamique chez ces petits délinquants, c'est que ces délinquants ont des capacités, des qualités, des atouts qui sont bien évidents. D'abord, l'habitude de la police. L'habitude de passer sous les radars de l'État. La capacité à trouver des armes, à trouver des faux documents, etc. Et deuxièmement, là où vous avez entièrement raison, c'est qu'à partir du moment où on fait ce diagnostic criminologique, il faut savoir aussi travailler sur le milieu délinquant traditionnel à titre préventif. Voilà. Et la chose a été faite, bien sûr. Mais vous avez entièrement raison en tant que... alors là, on rentre dans la technique de travail. Oui, il ne faut pas uniquement travailler sur ces mouvances, il faut travailler sur le périphérique et en fait sur l'amont. Merci beaucoup, Monsieur Guéraud. Excusez-moi. Il est 20h, alors je ne voudrais pas... Ouais. Une réponse? Oui. Well, speaking of women, okay. There's a good historical, actually, book on terrorism, women in terrorism, called "Shoot the Women First."
if you go to the library in Ulster University in Northern Ireland, it's pretty prominently displayed. And I remember being there when I was like 20 years old, and you know, you want to be a terrorism researcher and you walk into this library and this is the first thing that hits you, shoot the women first. So it kind of rang a bell. It's a phenomenon that has been present throughout the history of this. So. Merci Casper. Donc, comme je disais, il est 20h, nous allons devoir conclure. Je tiens à remercier infiniment nos 3 intervenants, Casper Reykjavik, qui nous a fait l'honneur de présenter en français, Monsieur Jean-François Guéraud, merci beaucoup d'être venu à cette conférence, et Damien Savero, merci également à vous. Merci à vous. Je ne sais pas si des personnes ont été installées dans la salle d'à côté, mais si c'est le cas, nous les remercions d'être restés, et puis nous espérons vous retrouver très prochainement. Très bonne soirée, au revoir.